sûrement être capable de faire une joke ou deux sur cette chemise-là. Ben là, écoute, j'ai choisi de sortir un peu des sentiers battus. Est-ce qu'on roule dans les sentiers aussi? C'est ça? On roule, ça roule. C'est parti, là. On est donc bien beau, hein? Il semble Ah que oui. on est chic. Je sais pourquoi, c'est parce que, je sais pas, on avance dans la saison d'automne, Oui. on approche l'hiver, on approche des fêtes. Ça a sûrement été fait l'automne, cette chemise-là. Il y a beaucoup de feuilles tombées dessus. Ben, en tu trouves effet. pas? Je trouve que les traits de circonstance. Elle est superbe. Je voulais sortir un peu des sentiers battus. Ça te va très bien. Bon, merci Andréane. Ça te va très bien. Je vais me On porte tous tourner. le collet. C'est vrai. On est chic. C'est quoi. vrai, c'est Ah oui, vrai. mais on va peut-être se déboutonner un petit peu plus tard. Fais ce que tu veux. Moi, ça va bien. En fait, Andréane n'a C'est pas de bouton, elle a un col roulé. J'ai pas pris C'est de chance. dur. C'est dur à déboutonner un col roulé, Bon, Pierre. ok. J'ai pas pris de chance. C'est sûr que c'est difficile. Il y a des notions intéressantes. Je regarde comment la F1 est en ébullition présentement. J'oserais même dire en essor. Puis ça fait drôle de dire pour un championnat du monde qui a 71 ans, de dire qu'il est en plein essor. Mais c'est ça la réalité. Il y avait 6 équipes de hockey quand je suis venu au monde. Il y en a 32. La NFL... Là, viens pas dire que c'est moi qui te vieillis. Non, après ça. non, je l'admets. La NFL, c'était 2 ligues séparées qu'on a fusionnées. Ouais. Le baseball majeur est de plus en plus une seule entité avec de nouvelles équipes. Bref, ça n'arrête pas vraiment. Mais il y a encore des sports qui ont intérêt à développer des marchés. La F1 et les États-Unis, par exemple, je pourrais y revenir. Mais c'est vrai pour le hockey aussi, Marc. Mais c'est vrai pour plein de sports. Moi, je pense qu'on a, avec les expansions récentes, j'ai été repêché il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a 26 équipes, il y en a 32 aujourd'hui. On peut faire le parallèle d'à peu près toutes les ligues, les grandes ligues de sport professionnels sur la planète. On a atteint à quelque part un peu la limite de l'expansion. Mais maintenant, les marchés, eux, ne sont pas tous conquis et c'est différent pour les sports tels qu'ils sont. Pour moi, le hockey n'a jamais réussi à percer en Asie. La KHL a bien fait des tentatives. Le hockey de la Ligue nationale de hockey n'y est jamais parvenu. On va se présenter aux Olympiques, si tout se passe bien, après la période des fêtes. Est-ce une autre occasion de le faire? Mais l'inverse est aussi vrai. Je pense au foot. On va pouvoir en parler avec notre invité tantôt. C'est un grand amateur de soccer. Le foot ici, bon d'accord, Ligue majeure de soccer, MLS, mais on n'a jamais eu les grandes percées, les grandes vedettes. Bref, on dirait qu'il y a toujours une énigme pour chacun des sports sur un continent ou sur un autre. Et ça, je trouve que c'est un domaine économique et sportif qui est fascinant. Revenons à la F1, Pierre, parce que le calendrier, c'est 23 courses la saison prochaine. Oui. On rallonge encore parce qu'il y aura un deuxième Grand Prix aux États-Unis. Il y a un deuxième Grand Prix aux États-Unis, Andréane, et il y a même une rumeur d'un troisième Grand Prix éventuellement aux États-Unis. Je pense que quand Bernie Ecclestone, et en fait, c'était plus à lui, c'était un groupe financier qui s'appelait CVC, quand on a vendu la F1, les droits de promotion de la F1 à Liberty Media, la très américaine Liberty Media. Je pense qu'il fallait s'attendre à ce genre de projet-là pour la F1. Et on l'a bien fait. Celui qui était à la tête à l'époque, Chase Carey, l'a fait en étant très convaincu de là où il voulait aller, mais avec le respect des traditions, le respect de la très forte souche européenne de la F1, sans vouloir trop bousculer. Trop dénaturer. Exactement, mais en étant ferme dans les projets d'expansion. Et là, que Michael Andretti se porte acquéreur de l'écurie Alfa Romeo, qui est surtout l'ancienne opération de Peter Sauber, le Grand Prix à Miami qui s'ajoute au Grand Prix des États-Unis à Austin, peut-être un troisième événement dans la région de New York. Tu me vois venir, hein? Et peut-être, éventuellement, ce qu'on souhaite, un vrai bon pilote américain dans une écurie de F1. On commence à avoir tout un potentiel pour la F1. Évidemment, je ne parlerai pas des autres pays. Il y a un peu de controverse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a un danger de vouloir faire de l'expansion de cette façon-là. C'est sûr, Marc. Et puis, tu t'en vas après ça aussi sur des bases politiques. C'est ça. Parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar, ce sont des États qui n'ont pas une feuille de route, disons, exemplaire sur le plan des droits humains. Voilà. Même chose pour le royaume de Bahreïn. Alors, on doit faire attention à tout ça. Mais il reste que quand on regarde le potentiel inexploité encore, c'est presque incroyable de dire qu'en 2021, on n'y est pas arrivé. Et la NFL, Andréane, mais est dans le même contexte. Quand tu me dis potentiel inexploité, moi, j'entends les dollars qui tombent parce que, tu sais, le sport professionnel, avouons-le, là, c'est beau la passion pour le sport, mais l'idée, c'est de faire de l'argent. Je vois la NFL, il y a eu les matchs à Londres récemment, il y en a eu 2, c'était les 29 et 30e organisés. 60 000 personnes dans le stade à chaque match pour des matchs avec des équipes moribondes, là, on s'entend. Là. Les Jaguars de
Jacksonville sont des habitués de Londres parce qu'ils y vont. On a vu les Jets aussi, si je ne m'abuse. On a vu les Falcons cette année aussi, donc puis on a vu Miami, les Dolphins qui sont pas très bons cette année. Là. On pensait qu'ils seraient meilleurs que ça. Et là, l'an prochain, la NFL veut aller en Allemagne. Et on est déjà en train de créer tout un buzz autour de ça parce que on a dévoilé les villes candidates, mais on n'a pas encore dit où le match aurait lieu. Et il y a tout un buzz en Allemagne autour de la NFL. Donc oui, les marchés inexploités, le but étant toujours de faire le plus d'argent possible. Mais au-delà de l'argent, est-ce que le plus américain des sports est en train de réaliser qu'il y a un potentiel global et qu'on doit adapter un peu l'attitude avec une approche plus européenne? Est-ce qu'il y a ça aussi dans la NFL? Ben absolument. Puis il y avait aussi des matchs au Mexique à Mexico avant la pandémie. Ils vont y retourner aussi, c'est sûr. Puis de toute façon, ça leur permet aussi d'aller chercher d'autres marchés au niveau des joueurs. Parce que là, il y a des joueurs qui viennent d'un peu partout. Oui, c'est encore majoritairement américain, mais quand même. Mais ça, c'est intéressant. Parce qu'on lit beaucoup la popularité d'un sport à l'origine des joueurs. Mais c'est pas une équation scientifique nécessaire. Il faut surtout parler du potentiel de divertissement, d'achat de billets, de commandites dans des grands marchés. Et la NFL est en train de faire cet essai sérieusement. Ben moi, je suis fascinée de voir le nombre de chandails des Jaguars de Jacksonville à Tottenham. Moi, ça me jette par terre. Je comprends qu'ils ont Trevor Lawrence maintenant, là, ça va bien. Oui. Mais quand même, il est bon vendeur. Il faut vouloir, puis en même temps, c'est sûr qu'il y a de l'argent à faire là parce qu'ils modifient les stades de foot pour le football américain avec même le gazon en ajoutant des estrades pour que ce soit très, très, très américain. Puis ça fonctionne. Et de mon côté, je ne me plaindrai jamais d'un match de football à 9h30 le dimanche matin. Avec le café. Un café de plus, ben oui. Surtout quand il n'y a pas d'F1. En plus. Mais vous savez, je termine avec cette anecdote qui est liée aussi au potentiel de développement. C'est qu'il y a la notion de saturation aussi dans un marché. Montréal est venu à un cheveu d'avoir son équipe dans la NFL au début des années 80. J'étais sur un comité de lobbying au Super Bowl en 82 avec M. Jerry Snyder, qui était le bras droit de Jean Drapeau à l'époque. Pierre Desjardins, le président de la BAT, était sur ce comité. Il y avait plein de gens importants qui étaient là pour faire la promotion de Montréal. Et on avait des alliés très forts, la famille Rooney à Pittsburgh, la famille, les Hunt également, qui étaient propriétaires des Chiefs de Kansas City. Mais vous savez ce qui a fait tuer le projet? Non. C'est les transferts de concessions. Alors, Baltimore perd les Colts, Saint-Louis perd les Cardinals, les Cleveland perd les Browns. Il fallait redonner des équipes à ces marchés-là qui avaient perdu leur équipe dans des déménagements. Les Raiders de Los Angeles à Oakland, la NFL a dit, nous mettons sur la glace tout projet d'expansion tant que nous n'aurons pas redonné à ces marchés importants une équipe. Mais là, on y est. Alors, qui sait? Peut-être que l'avenir d'expansion est plus proche qu'on le pense, outre-frontière. Andréane, je sais que Pierre va vouloir présenter notre prochain invité, mais j'ai l'impression qu'on va rester de notre côté de table. Parce que là, en préparant le segment, ça parle de course automobile, ça se regarde dans les yeux, et là, ça veut parler d'aviation. Non. Écoutez, après Jean-Michel Anctil et moi qui avons parlé de gardien de but, on va vous laisser tranquille, puis je lèverai la main si je veux intervenir. C'était tellement pas la façon dont je voulais présenter notre invité, Benoît Gagnon. C'est pour ça que je t'ai dit que je te laissais le présenter après avoir parlé à Andréane. Je parlais ça d'Andréane. Ma question, c'était qu'ont en commun Benoît Gagnon, qu'ont en commun Rivard. Paul Rivard? Rivard. Ouais. Guy Bolduc? C'est ça que tu t'en vas? Dave. Donne-y 5-10 minutes. Dave Morissette. Voyons, Marie-Claude Savard? Marie-Claude Savard. Je sais où tu t'en vas. Ils ont tous gagné des trophées artistes que je n'ai pas gagné. Et attends, je pourrais ajouter, et on a tous gagné ce trophée-là que tu mérites bien plus que nous autres depuis bien plus longtemps que ça. Sincèrement. Quand ça sera pas un concours de popularité, là, juste ça, tu vas gagner, je sais. Parce que pour la compétence, c'est toi le meilleur. Benoît a été... On n'est pas dans la conversation. Benoît a été vraiment le plus gentil, le plus courtois, je dirais. Après avoir gagné son premier trophée artiste, on s'est croisés au Centre Bell. Il est venu me voir, puis je l'ai félicité parce que, bon... Et il m'a dit, écoute, je connais le contexte de ce trophée-là et il m'a dit ce qu'il vient de vous dire. Alors, mais je le pense vraiment, sinon je le dirais pas. Mais ça m'a vraiment très touché. Moi, je suis content de vous voir. Moi aussi. Enchanté. Quand même. Et le gars sur ma droite, j'ai de l'admiration pour toi depuis des années parce que être capable de faire un matin de F1, un soir de Ligue nationale de hockey, de faire plein de trucs, d'être aussi humble que ça et généreux et aussi au fait de...
de connaître tout ça. Moi, je suis un fan de Pierre depuis toujours. C'est ça, c'est Pierre ton nom, hein? Oui. Absolument, Stéphane. Parfois, il utilise un autre nom qui commence par P. Ah oui, lui, il paraît qu'il n'est pas gentil, lui. Mais moi, je suis un fan depuis toujours, puis je me devais de lui dire, parce que pour moi, qui a grandi en trippant sur toi, sur Jean Pagé, pour qui j'avais beaucoup de respect aussi, il y a des gars qui m'ont inspiré. Et je trouvais ça logique et normal de te le dire aussi. Ben, c'est vraiment gentil. Je le pense aussi. Puis c'est pas pour ça qu'on t'a invité, là. C'était pas pour les fleurs, mais je les accepte, Benoît, avec beaucoup de plaisir. Ça fait plaisir. Mais Ben, t'es bon pour rendre hommage aux gens. T'es bon pour rendre aux gens ce qui apporte, ce qu'ils font, ce qui... Moi, un de mes plaisirs dans la vie, c'est de travailler en équipe. Je fais pas de sport individuel. Moi, je suis bien dans un sport d'équipe. Quand il y a une gang, quand j'ai ma gang, j'ai ma meute, j'ai mon équipe avec moi, je suis bien là-dedans. Et ce que j'aime faire, c'est mettre en valeur les gens. Si j'avais été un joueur de hockey, je pense que j'aurais eu plus de passes que de buts. Juste pour être certain que l'autre réussisse. Puis moi, me nourrir du succès des autres aussi. Je fais beaucoup ça. Je le fais en affaires. Je le fais dans ma vie de tous les jours aussi. Alors, merci de me dire ça. Puis tant mieux si c'est remarqué, mais je le fais pas pour ça. Mais je pense qu'on a tous intérêt à s'aider mutuellement puis collectivement puis à s'amener à un autre niveau. On a souvent tendance d'être jaloux du succès des autres, de la réussite des autres. Je trouve que ça fait très petit peuple, tu sais. Puis je trouve qu'on est plus grand que ça au Québec. On a plein de talents, on a plein d'ouverture d'esprit, on a des gens qui nous représentent partout sur la planète, qui ont du succès dans bien des sphères différentes. Alors, au lieu de faire ça, moi, j'ai décidé il y a longtemps de me nourrir puis d'embrasser le succès des autres, de l'applaudir, de m'en inspirer, mais aussi d'aider les gens. J'ai fait une niaiserie hier soir, il n'y a pas longtemps. Hier soir, il n'y a pas longtemps? Ouais, ça finit tard. Mais j'ai un ami, moi, qui tripe sur le rock depuis des années, puis qui est un auditeur de Chaume à Montréal. Et ça fait des années que c'est un auditeur fidèle et tout ça. Et il a osé me dire, il y a environ 2 semaines, il dit, Ben, il dit, j'aimerais ça juste aller voir à quoi ça ressemble, le studio de Chaume. Ben, hier, je l'ai amené. On a passé du temps ensemble. On a passé 2 heures avec Jason Rockman qui animait hier soir. Qui est extraordinaire. Il est tellement fin, Jason. Il est fin. C'est du gros bonbon. Puis ton nom de famille, c'est Rockman. Tu travailles à Chaume. Ça ne s'invente pas. Mais tout ça pour dire que mon chum Yannick, je l'ai amené là hier. Puis pendant 2 heures de temps, mon plaisir, c'était de regarder ses yeux. Il regardait ça. Puis il posait des questions sur Supertramp. Puis sur Metallica. Puis là, Jason, il racontait des histoires. Puis des entrevues. Puis ça m'a rien coûté à part 2 heures de ma vie hier, puis ça a fait du bien à quelqu'un. Marchand de bonheur. Mais je pense qu'on a... répandre le bonheur, répandre le plaisir. On en a juste un à vivre. Si on est capable de créer ces moments-là avec des gens, dit, Benoît. C'est le fun. Je suis content que tu parles de ça parce que une des raisons, puis j'ai le goût de dire la seule raison pour laquelle 10 ans après avoir tenté l'aventure pour moi des médias, que je connaissais rien là-dedans, c'est parce que je sais que c'est un sport d'équipe, ça aussi. Exact. On est évidemment, Pierre et moi, la lumière rouge allume, on est là, mais il y a tellement de monde en arrière. Il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui nous mettent en valeur. Tu sais, si on l'a pas, la shot du caméraman, on n'en fera pas une bonne année. Ça marche pas pantoute. Ça fonctionnera pas. Je le dis souvent, puis ça va sonner prétentieux, mais vous ferez ce que vous voulez avec, je m'en fous. Là. Moi, tout seul, je suis bon. Puis je le sais, j'ai confiance en moi. Puis souvent, c'est mal perçu par les gens qui n'ont pas confiance en eux. Ça vient comme si, il a l'air prétentieux. Non, j'ai confiance en moi, tu sais. Mais quand je suis en équipe, j'ai le feeling d'être imbattable. Ça revient à ce que tu viens de dire là. C'est exactement je sais ce que je suis capable de faire. Je connais mon talent, je connais mes limites, où je suis bon, où je suis pas bon. Je connais ça après 30 quelques années d'expérience maintenant. Mais en équipe, amène-moi n'importe quel défi. Je sais que je suis bien appuyé à gauche, à droite, puis je vais foncer, puis je vais aller en premier pour la gang, ça me dérange pas. Mais quand je suis appuyé, amène-en des défis. Là, moi, je carbure à ça, j'adore ça. Parlant de défis, tu en as relevé plusieurs dans ta vie. Puis c'est drôle parce qu'on a des atomes crochus. Le sport automobile, l'aviation, même la restauration. Parce que... Les affaires. Oui, les affaires. Parce que moi, c'est ma formation académique. Puis tu as eu longtemps le Globe. Le Globe, j'ai eu les Radio Lounge, j'ai eu le Pinocchio. Mais moi, le Globe, là, je te suivais. C'était pas mal au début des médias sociaux. J'étais beaucoup là-dessus. C'est vrai, je m'en servais. Je regardais tes photos. T'avais tellement l'air à aimer ça. Mais j'aime la bouffe, moi. Non, mais t'avais tellement l'air à aimer ça. Puis c'est le temps qui a fait que j'ai pas pu y aller. Dieu sait que je t'ai invité, Pierre. Je sais, mais écoute, Marc le sait. Je suis allé. Il y a de cela quelques lunes. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Mais allons-y d'abord par cette passion-là, puis on parlera des autres. C'est une passion, moi, pour les affaires que j'avais pas. Mon père était flic toute sa vie. Ma mère a fait une couple de jobs, mais elle s'est surtout occupée de mon frère Jérôme puis moi. Et autour de moi, j'avais des amis dont les parents étaient en affaires. Puis eux autres, là, l'hiver,
ils allaient en Floride. Puis eux autres, il y avait un chalet au Mont-Saint-Anne. Eux autres, il y avait des vacances l'été, puis ils prenaient l'avion avec leurs parents. Moi, j'ai jamais Tu prenais des notes? Non, mais moi, je me disais, comment ils font pour faire ça? Puis là, je me rendais compte que soit le père, la mère ou les deux parents étaient leurs propres patrons. Ils avaient leur business en assurance, en affaires, en restauration. Et ils avaient cette liberté-là de pouvoir faire des choses que nous, on n'avait pas. On a manqué de rien. On a été choyés, Jérôme et moi. On a eu une belle enfance, c'était le fun, mais je me disais, pourquoi eux autres ont ça, puis nous autres, on l'a pas? Puis je viens de le dire, j'ai jamais pris l'avion de ma vie que mon père avant son décès. Ça a jamais donné. J'aurais aimé ça voyager avec lui, faire une croisière dans le sud comme mes amis faisaient, mais on n'a jamais fait ça. Et je me disais, cette liberté-là vient avec le fait que tu es ton propre patron et que tu fais des trucs le fun autour de toi. Donc, je me suis intéressé aux affaires. On m'a d'abord proposé d'investir puis d'ouvrir un bar avec Denis Fortin qui fait de la radio depuis toujours. J'ai accepté. J'étais un client, moi aussi, au Globe pendant 10, 11 ans. Puis à un moment donné, Robbie m'a dit, t'es pas écœuré de dépenser de l'argent, t'aimerais ça en faire? Et c'était la première discussion qu'on a eue. Et là, je suis entré comme actionnaire aussi là-bas. C'est sûr que comme proposition, là, t'es-tu écœuré de dépenser de l'argent? Tu veux ça en faire? Pour la réponse, généralement, c'est oui. C'est ça. Fait que les affaires, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste être ouvert aux opportunités qui vont se présenter à soi. Mais moi, je suis un épicurien dans la vie. Là, je ne devrais pas être ailleurs qu'avec vous autres en ce moment. Je profite de ça ici. Être épicurien, c'est pas juste la bouffe, c'est savourer ce qui se passe, ce qui se présente, c'est le plaisir. Et la restauration, c'est ça pour moi aussi. Moi, manger dans un restaurant, je peux aller avec ma blonde à New York une fin de semaine puis manger dans 3 restaurants dans la même soirée. C'est une entrée assis au bar dans un restaurant pour voir la décoration, le menu, la musique, faire du people watching, regarder les gens, aller prendre le plat principal dans un autre resto. Un peu comme ça, nous. Vous êtes sur la route aussi beaucoup. Vous êtes en couple, les gens ne le savent pas. On est en couple professionnel. Attention, là! Ça s'arrête au restaurant. Mais c'est ça, non, mais vous prenez le temps quand même de vous gâter puis de choisir un resto puis de faire vos recherches avant aussi. Oui, absolument. Moi, j'ai toujours fait ça. Tu sais, arrivé dans à la ville. mode, ça. Exact. C'est à la mode de faire ses recherches. Faire ses recherches. Faire vos recherches. Mais je trouve que moi, je me réalise beaucoup à travers ça, puis c'est un plaisir. Puis quand en plus d'être comme j'étais, d'avoir ma place à moi et d'offrir des expériences clients à des amis, à des inconnus qui viennent juste dépenser des sous chez toi puis ils veulent avoir une belle expérience. Je trouvais ça trippant. Alors, je l'ai fait. Là, j'en ai pas. J'ai pas de bar, j'ai pas de restaurant, j'ai rien, mais un projet que j'ai depuis longtemps qui sera mon projet ultime d'affaires en restauration, mettons, ou en accueil de clients, ça serait d'avoir un hôtel. Moi, j'aimerais ça avoir un petit hôtel boutique, pas 200 chambres, juste une petite affaire avec une bonne table en bas, puis un petit speakeasy où les gens viennent, puis à 11h minuit, c'est fini. Merci beaucoup. À la prochaine. J'aimerais ça avoir ça, tu sais. Fait que là, je travaille. Puis, je te propose le nom, le petit hôtel Ma Parole. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime ça. J'aime ça. On pourrait d'ailleurs faire ce que vous faites là au resto. En direct de là. Le resto s'appellerait Les Belles Paroles. Les Belles Paroles, oui, de Pierre. Mais je vais essayer de faire un petit mélange. On s'en reparlera tantôt avec grand plaisir. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Vas-y. Tu as animé Salut Bonjour. Ouais. Tu as eu des bars, des restaurants, tu as vécu dans la nuit. Vivre dans la nuit, ce serait peut-être la trame de fond de ta vie. Mais là, 100%. Tu viens de dire, je voudrais que ça soit fini à 11h30, minuit. Oui. Est-ce que ça, c'est de la sagesse? Est-ce que c'est de l'expérience? La cinquantaine. C'est un heureux mélange de tout ça. C'est pour l'avoir fait que je sais aussi que ça demande beaucoup. Quand tu as un bar et tu as un restaurant, il y a toujours quelqu'un qui arrive quand tu es prêt à partir. C'est sûr. Mettons à 8h, je dis, OK, je vais y aller. 2 chums, hey, comment ça va? Il arrive d'une place. Là, tu fais, OK, là, le Canadien joue. Tu sais qu'après la game, il y a comme 40, 50, 60 personnes que tu connais qui vont arriver, c'est sûr. Ta porte de sortie est maintenant. Et plus ça avance dans la soirée, plus il y a du velcro sur le plancher. Tu pars plus à un moment donné parce qu'il y a plein de monde qui sont là. Alors oui, il faut que tu sois capable et être conscient de cette réalité-là. Et après minuit, souvent, il n'y a pas rien de bon qui ressort de ça. Tu comprends? Donc, si tu es capable de partir avant ça, il n'y a pas de trouble, il y a moins de monde désagréable, il y a moins de ci, il y a moins de ça, il y a moins de troubles à gérer avant minuit qu'après minuit. Donc, je pense que oui, il y a l'expérience de vie, tout ça, mais je pense que de savoir que j'aimerais offrir quelque chose où les gens viennent, ils savent que ça va être agréable du début jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de chicane, il n'y aura pas de niaisage. Tu comprends? Je pense que c'est dans mon offre de service. Oui. Ben oui, puis on a tous une réalité le lendemain. Les journées recommencent de bonne heure, il faut performer dans ce qu'on fait et tout ça. Donc, je pense qu'il y a une sagesse à travers tout ça, effectivement, qui s'est installée avec le temps. C'est un peu une conciliation avec la famille aussi, Ben? Ben moi c'est ma priorité numéro 1. J'aime ce que je fais dans la vie, mais s'il fallait que j'arrête demain matin de faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire ça ici, je le ferais pour n'importe quel, des enfants de ma blonde ou mes beaux-enfants, quelqu'un de proche. Je le ferais tout de suite. Ce serait un no-brainer. Ce serait une décision qui ne me demanderait même pas de temps de réflexion. Je carbure à faire ce que j'aime dans la vie. Je suis chanceux, je suis privilégié. Puis à tous les jours, j'apprécie ce que je fais. Mais il n'y a rien de plus important que ma garde rapprochée. Et puis ça serait facile de décrocher pour eux autres. Est-ce que tu me permets de t'amener justement là-dessus? Vas-y. Et sur le fait que je crois que tu es un très grand romantique.
parce que je te suis sur les médias sociaux depuis très longtemps. De quoi tu parles? Je m'en cache pas du tout. Non, mais c'est incroyable. Je suis un amoureux, moi. Non, mais sérieusement, je lis ces messages. À ma belle Nathalie. Oui, je les ai lus aussi à tes anciennes. Parce que tu as eu des anciennes, j'ai eu des anciennes. En fait, c'est copier-coller, hein, c'est sûr. Très important de changer de nom. Très important. C'est l'expérience, ça? Oui, mais pas besoin. Mais non, Marc n'a pas eu d'ancienne encore. Non. C'est drôle que tu parles de ça. Des fois, je regarde ça, je dis, il est donc fin. Vraiment. Mais je suis comme ça, moi. T'es un lover. Moi, je suis un lover. J'aime ça être en couple. Ma blonde, pour moi, c'est super important. Je suis amoureux aujourd'hui comme j'ai jamais été amoureux de ma vie, mais il faut avoir aimé avant pour savoir aimer aussi. La vie, c'est comme ça, tu sais. Il n'y a rien de parfait. Il faut avoir eu des déceptions. Exact. Puis moi, quand j'étais petit cul, tous mes amis, les parents étaient séparés. Il y avait juste mon père et ma mère qui étaient ensemble et qui ont été ensemble jusqu'au décès de mon père. Fait que moi, mon idéal familial, quand j'étais petit, j'ai grandi avec ce que je voyais et ce que je connaissais. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais reproduire. Puis quand j'ai eu une première rupture, je suis comme, oh mon Dieu, mais non, tu sais, on a résisté parce que je me disais, mais non, c'est pas ça que je veux. Puis c'est pas comme ça que j'ai vu la vie. Puis on a essayé, on a fait des efforts. Puis la vie étant comme elle est, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est correct comme ça. C'est ce qui devait arriver. Mais ça, tu l'acceptes à un moment donné, tu finis par le comprendre avec le temps. Puis après ça, j'ai eu une deuxième relation. Puis c'est drôle parce que c'est 2 femmes avec qui j'ai été heureux, mais c'est plus que la moitié de ma vie. C'est 27 ans de ma vie dans 2 couples, tu sais. Est-ce que je crois encore à l'idéal du couple qui reste ensemble toute sa vie? Oui, parce que je trouve ça beau, parce que le romantique en moi croit à ça. Ouais. Et c'est ce que je veux reproduire, mais je peux vous confirmer aujourd'hui que quand j'ai mis un terme à cette deuxième relation-là, je me suis dit, je vais miser sur moi maintenant. Je vais faire ce qui me tente, je vais me donner du temps. On se dit tous ça à un moment dans notre vie, mon cher. Je le sais, mais à ma grande surprise... Je suis là-dedans, présentement. Je sais, mais à ma grande surprise, est arrivée une femme qui était exactement au même endroit que moi, qui sait exactement ce qu'elle veut plus puis ce qu'elle veut. À 50 ans, moi, et elle à 47... On a notre vécu, on a vécu des choses avant et tout ça, et on est exactement au même endroit, au même moment, et merci la vie. En tout cas, vous faites des beaux juste de belles photos. T'es fin, t'es fin. T'es un passionné. C'est quoi la vie quand on est beau? Faudrait le demander à Marc. Moi, je veux savoir c'est quoi le secret. Je le sais, je pense ma vie. On dirait qu'il y a 31 ans, c'est un flot. Encore. J'ai 31 ans, encore. Cette année. T'es un passionné, un intense. Oui. Je t'ai déjà vu dans le gym. T'as fait les sports. En fait, t'es tombé sur la journée où je suis allé au gym dans 10 ans. C'est ça, mais je t'ai vu au gym. Je t'ai vu au gym. Je vais me convaincre de plus jamais revenir. C'est ça qui est arrivé. Tu as livré les nouvelles du sport. Ouais. T'aimes plusieurs sports. T'en as pratiqué toi-même. Aujourd'hui, la place du sport dans ta vie, c'est où? Dans tout ça, dans ta garde rapprochée de tes passions? C'est moins intense que ça l'a déjà été, mais j'aime regarder encore ce qui se passe. Partons de la base que moi, je suis un partisan. Moi, je suis un fan. Okay. J'aime aimer un athlète, une équipe. J'aime suivre les histoires derrière les athlètes. Je suis un fan de gens qui réussissent. Un gars comme LeBron James me fait capoter parce qu'au-delà du sport, c'est beaucoup plus gros que ça. Et il y a aussi une intention de faire changer les choses. Ouais. Ça, j'aime ça. Je m'amuse à regarder Steph Curry qui fait des 3 points sans regarder à 45 pieds du panier. Je capote. J'aime la NFL, le vent de nouveau, de tous ces nouveaux jeunes joueurs tellement talentueux, qui sont beaux, qui sont bons et qui sont tripants. J'aime suivre le hockey parce que c'est notre sport d'ici. Je suis un peu moins qu'avant, mais j'aime encore beaucoup ça. J'aime l'arrivée de nouveaux marchés. J'aime ce que Vegas a fait depuis leur arrivée. C'est extraordinaire. J'aime la Formule 1. J'aime voir un gars comme Lewis Hamilton s'affirmer davantage comme individu. Il est devenu... Je veux pas dire plus gros que son sport, mais Lewis Hamilton, c'est Lewis Hamilton, tu sais. Et depuis 2 ans, ce gars-là a complètement changé. Je pense qu'il y avait toujours ça en lui, mais là, il a pris une confiance personnelle qui fait en sorte que voici comment je m'habille, voici ce que je fais dans ma vie, voici qui je suis vraiment. Et ça, je trouve ça beau aussi. Fait que moi, je suis un fan. J'aime assister à des événements, j'aime le storytelling derrière une victoire, j'aime assister à des trucs. Moi, j'étais à Glen Abbey quand Tiger a fait sa maudite shot dans la trappe de sable. Ouais. Mais je couvrais pour TVA dans le temps qui n'était pas TVA Sport, mais on couvrait l'Omnium canadien. Ouais. Une couple de jours avant la naissance de mon fils Mathieu en 2000, fait que je m'en rappelle. Et moi, j'étais derrière les estrades parce que je faisais des entrevues avec les golfeurs quand ils finissaient leur 18e. Ils s'en venaient. Moi, j'ai entendu la shot. Je l'ai jamais vue. Je l'ai vu après, c'est tout le monde me racontait parce que derrière, on n'avait pas d'écran où j'étais, j'ai rien vu, mais d'entendre la réaction de la foule et tout ça, d'être là. J'ai des frissons encore d'être là. Juste d'être là. Un départ de Formule 1 quand t'es là, c'est extraordinaire. Un match de série, une première série, Montréal contre n'importe qui, le premier match quand t'es au Centre Bell, l'extase qui se passe là. Il y a quelque chose, tu sais, c'est électrifiant, il y a quelque chose de grand là-dedans. C'est ces moments-là que je veux vivre, moi. Puis de voir des gens qui réussissent aussi, des gens, des équipes qui étaient pas dus pour gagner, mais qui gagnent. C'est des choses qui viennent me chercher. Moi, je suis un fan de sport, beaucoup à cause de ça.
C'est beaucoup le secret de la longévité aussi dans notre métier, de garder cet émerveillement-là. Je sais que je le dis souvent, mais moi, je fais ce métier-là aujourd'hui parce que je suis curieux. Ouais. Parce que je suis un curieux de nature. J'aime m'intéresser, j'aime poser des questions, j'aime rencontrer, j'aime voir. De voir Messi marquer son premier but avec le PSG, j'étais comme yes! J'étais comme super content. C'est le genre de choses qui me font triper. Tu as déjà fait un vol plané au-dessus du circuit du Mont-Tremblant. Ouais. Raconte-nous ça. Parce que, si vous savez peut-être pas, Benoît est un excellent pilote automobile. Il a piloté en série Honda, il a piloté en série Nissan Micra, donc des petites voitures assez difficiles à conduire, là, parce qu'on ne parle pas d'une monoplace avec un centre de gravité bien calibré. On parle d'une voiture identique à celle qu'on achète chez le concessionnaire. Là, tu parles d'un vol plané. Vous parlez d'aviation ou de course automobile? On va en parler d'aviation tantôt. En bon français, je me suis pété à gueule à Tremblant. Okay? C'est ça la vraie affaire. J'ai échappé ma voiture à Tremblant. Moi, j'ai eu la chance d'être invité d'abord au Grand Prix de Trois-Rivières parce que il y avait le choix du maire dans ce temps-là. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et le maire de la ville avait le droit d'inviter une ou deux personnalités qui allaient participer à une course. Mais pour participer à la course, il fallait d'abord faire son accréditation, sa licence de pilote et tout ça. Et faire au moins une course avant de courser à Trois-Rivières. Ils m'ont envoyé à Saint-Félicien dans un genre de champ de patates. Il y avait une piste là. L'autodrome de Saint-Félicien. L'autodrome de Saint-Félicien. Non, mais écoute, c'était... Faut que je représente la région. Oui. T'es de là, toi, c'est vrai. Je suis pas de là, mais par adoption. Est-ce que je peux te corriger? Je suis natif de Chicoutimi, fait que je sais. Est-ce que je peux te corriger? L'autodrome international de Saint-Félicien. Je pense que c'est interrégional, mais en tout cas. J'ai raté le mot international sur l'affiche en arrivant, je l'ai jamais vu. Tout ça pour te dire qu'il y a genre 40-45 voitures qui vont prendre le départ de cette course-là. Ils mettent en dernier, moi, parce que je suis là juste pour aller chercher ma licence puis avoir le crochet à côté de mon nom pour dire, OK, il est capable de piloter à Trois-Rivières après. Mais j'arrive là et là, je suis un peu nerveux. Je suis avec le Doc Hébert. Oui, Justin Hébert. Justin Hébert qui a accouché à peu près toute la ville de Trois-Rivières au complet. Il est très bon pilote, lui. Un excellent pilote. C'était le choix du maire, lui aussi, je suppose. Voilà. Et à cause de lui, donc, je fais partie de son équipe qui est une des belles équipes de course qu'on a eues ici au Québec. Oui. Et j'ai sa voiture à lui qui était en Honda Civic montée pour la course. Et je pense que je finis comme 9 ou 10 autour de ça. Je suis super content, je suis excité. Et là, j'ai ma licence, puis je m'en vais faire ensuite, donc Trois-Rivières. Et après Trois-Rivières, pendant que je suis là, Tony Lombardi, qui a Lombardi Honda sur la 40, vient me voir et dit, écoute, nous, on a une équipe de course, j'ai une voiture de libre, ça te tente de courser? On fait le championnat canadien civique, et on aimerait ça que tu viennes puis tu fasses partie de notre équipe. Je suis comme, ben oui. Fait que là, il y a Steven Laporte qui est là comme pilote, qui fait partie de l'équipe. Il vient me voir, il me jase tout ça. Je dis, OK, je vais embarquer avec vous autres. Robert Boyer, qui est l'autre pilote sur l'équipe, vient me voir. Puis Robert Crime, c'est une référence. Je dis, OK, mon Dieu, OK, c'est le fun. Et là, je fais partie de l'équipe. On commence la saison et je suis dans les points pour le titre de recrue de l'année. Ça va super bien. Wow, quand même. Et là, arrive Tremblant. Puis moi, Tremblant, ben, je connaissais la piste un peu parce que j'ai déjà roulé là-dessus. Puis ça va bien. Et ce matin-là, je me bats contre un jeune Ontarien pour le titre de recrue de l'année. Puis on est serré dans les points. Puis il reste 2 courses. Mais j'ai de l'avance sur lui, sur les points. Et ce matin-là, au lieu de qualifier 8-9, mettons 6-7-8-9 dans ce coin-là, je suis 18e sur 20 voitures. Je suis pas très content et c'est pas un bon état d'esprit pour conduire. Non. J'ai comme le couteau entre les dents, mais c'est pas très bon à faire. Non. Après quelques tours, j'ai remonté le peloton et je suis vraiment à côté dans la voiture du gars contre qui je me bats pour le titre de championnat. Et à un moment donné, dans la grande ligne droite, départ arrivé à Tremblant, ça descend un petit peu et là, ça remonte. Et dans la montée, je me suis pitché à droite. 2 roues sur le gazon, 2 roues sur l'asphalte. Je l'ai dépassé. Il a levé le pied, lui, parce qu'il s'est dit ça n'a pas de bon sens. C'est un malade. Il a levé le pied, donc j'ai repris un peu ma position sur l'asphalte et les fesses sont parties de la voiture. Je suis allé vers le rail et il y avait un canal de déviation d'eau là, que je connaissais pas. Oh. Mes 2 roues de gauche ont embarqué dedans et j'ai levé et ça descend après. C'est une grosse côte. Puis j'ai fait 7 tonneaux. Mais ça, je le sais pas. Parce que le premier, tu le sens. Là, les mains commencent à te passer dans le visage comme ça. Je me fais brasser dans la voiture. C'est là que tu te rends compte que le système de sécurité des voitures est important puis il fait toute la différence parce que j'aurais pu mourir. Clairement. Je le sais. Mais là, je tourne. Là, tu te demandes quand est-ce que ça va arrêter. J'arrête, boum! Là, il n'y a plus un son. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un accident de voiture, mais quand tu cognes, il n'y a plus de son. Exact. Puis à un moment donné, le son revient. Et là, le son revient. J'appuie sur le bouton des communications. Je dis, OK, il y a eu un accident, puis c'est moi. Et là, je me débranche, mais je ne les laisse pas me répondre. Tu sais, ils me disent peut-être, t'es-tu correct? Mais là, je réponds plus. Je débarque de la voiture, et là, je m'assois, puis je regarde la voiture. Je dis, bon, qu'est-ce qui vient de se passer?
Je teste la mécanique, ma mécanique. Rien de cassé, mais des fois, sur le coup de l'adrénaline, tu pètes un peu. 7 tonneaux, rien de cassé. 7 tonneaux, rien de cassé. Du sable dans des orifices que je connaissais pas. J'ai comme la tête un peu, mais pas de commotion cérébrale. Et là, j'entends l'équipe de sécurité qui arrive. Et c'est des bénévoles qui sont là, les signaleurs et tout ça. Puis je leur dis merci parce qu'ils sont extraordinaires. C'est des passionnés d'abord et avant. On a les meilleurs. Puis ils veulent être là, ils veulent vivre tout ça. Ouais. Et c'est les mêmes souvent qui font ces courses-là qui font le Grand Prix du Canada. On a les meilleurs. Et là, il y en a un que je connais aujourd'hui, puis son nom, c'est Bazou. Il est sur toutes les courses, partout. Les courses, puis il s'en vient parce qu'il a débarqué du gros towing, puis il me crie « Ben, t'es-tu correct? Ben, t'es-tu correct? » Je dis « Oui. » Et là, il dit « 7. » Je dis « Quoi? 7? Chris, t'as fait 7 tours! » Lui, il était en bas de la côte, puis il m'avait arrivé, puis il s'est compté. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ben merci de me le dire, puis là, il vient me voir, puis t'es correct, l'ambulance arrive, ils me prennent, puis ils m'amènent à l'infirmerie pour être certain. Et après ça, là, je reviens dans les puits, puis les enfants, ma blonde, puis tout le monde est là, puis bon, ça va bien, oui, puis là, des grosses colles avec mon équipe, puis j'ai eu peur, puis j'ai pas aimé ça. Et clairement, Bazou arrive, il dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Puis il avait arraché un bout. Moi, j'ai arraché d'asphalte quand j'ai roulé. Il m'a ramené un petit bout d'asphalte que j'ai encore dans mon bureau, que j'ai arraché là-bas. Et c'est ça, c'est lui. As-tu eu le contre-coup émotif le lendemain ou le surlendemain? Parce je me suis planté le samedi, puis le lundi matin, j'animais Salut Bonjour. En fait, je me suis planté le dimanche, puis j'animais Salut Bonjour le lendemain matin. Je les ai appelés pour leur dire, là, il y avait des photographes, je me suis planté, tout est correct, je vais être là demain. Mais ça fait une maudite bonne histoire à raconter le lundi matin. Si tu le prends comme ça, c'est et on recoursait le week-end d'après, et moi, je me suis dit, ben là, je suis fait, à cause des points, ça marchera pas. Puis les gars ont travaillé toute la semaine pour réparer ma voiture. Ils m'appellent le jeudi soir. Ben vient voir, la voiture est prête. Fait que moi, j'arrive, puis la voiture, là, tous les mécaniciens de Lombardie sont là, puis ils rient. Je sais pas pourquoi vous riez. Non, mais regarde ta voiture. Puis là, je suis comme, elle était 40, puis il dit, attends. Et là, il lift la voiture lève, puis tous les commanditaires, les collants, ce que j'ai sur le côté de la voiture, ils les avaient mis en dessous aussi. Ils disent, regarde, plus d'exposure, parce que toi, tu fais des tours. Ah, ça, c'est un très bon Vous autres, vous avez travaillé 80-90 heures sur la voiture, puis la seule affaire que vous voulez montrer, c'est 6 stickers en dessous de la voiture. Ça, c'est très bon. Mais il était content, puis grâce à eux autres, j'ai fait un bon finish dans la course après, puis j'ai gagné le titre de recrue d'année. Grâce à eux autres, travail d'équipe. Tout seul, c'était fini, tu comprends? Ils ont fait en sorte que j'ai pu goûter à ça. Mais t'as pas eu peur de reconduire après ça? Jamais? C'est drôle, hein, parce que comme c'était le week-end d'après, puis c'était à Tremblant encore la course, quand je suis arrivé dans ce virage-là, au début, on se réchauffe, puis là, je passais, puis je me parlais. OK, là, le prochain coup, tu vas le prendre à vitesse maximale, tu vas le prendre flat out, le pied dans le fond, puis tu lâches rien. Ça va bien aller. Fait que là, on fait le dos tour, puis là, on part. Là, je monte, puis là, je fais mon premier tour, puis là, je sais que le virage où je me suis pété à la gueule il y a une semaine est là, puis je me parle, je me conditionne. Le pied dans le fond, puis je me dis go! Là, j'arrive, mon pied a levé tout seul. Ah oui. Mon corps a enregistré quelque chose. J'avais quelque chose sur le disque dur à quelque part qui fait comme non, buddy, rappelles-tu qu'il y a 6 jours, t'as fait 7 tonneaux! 7 tonneaux! On n'en fait pas cette semaine. Mais le corps enregistre des choses qu'on le sait pas. Je pense que aussi dans le sport professionnel, quand tu as une blessure, quand il arrive quelque chose, il y a quelque chose à quelque part qui fait en sorte que tu t'en rappelles. On dit souvent les athlètes qui ont des commotions cérébrales ne reviennent pas à 100% dès le départ. Ouais, puis il y a des carrières qui ont été terminées. Il y a des carrières qui ont été terminées à cause de ça aussi. Parce que justement, le temps de réaction, la façon de faire, le joueur diminue dans sa productivité, est moins bon. Puis ben, on en a vu, il y en a plein des gars comme ça. Je t'écoute parler, puis là, tu parles de sport, tu es épicurien, puis je t'écoute nommer les anecdotes. Clairement, les endroits mythiques ont un impact sur toi. Tu te rappelles des places. Beaucoup. Moi, je connais rien au foot. Je sais que tu es un fan. Je suis allé au Cano à Barcelone, le FC Barcelone, et j'ai été marqué. Je connaissais rien du FC Barcelone. Je suis rentré et j'ai eu les larmes aux yeux. C'est ça. Est-ce qu'il y a de ces endroits-là? Mais à part le Cano, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as visités dont tu aimerais nous parler? J'ai animé Facteur de risque, la version québécoise de Fear Factor. Ils ont tourné à Buenos Aires, en Argentine. Fait que, je suis allé voir des matchs à la Boca. Je suis allé voir des matchs à River Plate. Et pour moi, c'est des stades qui sont mythiques parce que puis je suis tombé en amour avec l'Argentine. J'y retournerai encore. Je suis allé 3 fois dans ma vie. C'est pas suffisant. J'ai hâte à la prochaine fois, tu sais. Mais tout ce qui est stade avec une histoire, j'ai fait le nouveau Yankee Stadium, mais j'ai fait le vieux aussi. Je suis allé à Fenway. Je suis jamais entré, mais mon frère a été opéré un moment donné, parce qu'il y avait une tumeur dans le cou. On a passé un été au complet à Fenway, puis je suis allé souvent. Puis on allait avec mon père juste marcher les rues autour pour entendre l'ambiance, puis voir l'avant-match, puis les gens. Aller voir un match de foot aux États-unis, le tailgate, avant, on dit « Ah, c'est légendaire », mais quand tu n'as pas vécu, c'est extraordinaire. On est fans ici, là. Ailleurs dans le monde, ils sont fans. Les Européens sont fans. Quand je suis allé, moi aussi, à Barcelone, écoute, moi, je veux voir les grands joueurs
les grandes sportives, les grands sportifs évoluent dans leur sport au moins une fois. J'ai vu Roger Federer, j'ai vu André Agassi, j'ai vu Lionel Messi, il a marqué un but devant nous autres. J'étais comme 12e rangée derrière le but, il a marqué un but. C'était allé en temps supplémentaire. Et c'est Neymar qui a marqué sur une passe de Messi devant moi. J'aurais pu mourir ce soir-là. C'est quand même pas mal, ouais. Le buffet total. On a vu David Beckham jouer une fois à Montréal, au Stade olympique, quand il jouait pour le Galaxy. Il a marqué sur un coup franc. Tu sais, Bandit like Beckham, il l'a fait devant nous autres. Le monde hurlait. Puis, on prenait pour l'Impact dans le temps qui est rendu le club de foot de Montréal, mais on prenait pour l'Impact. Mais quand Beckham a marqué à Montréal, tout le monde s'est levé. Tu veux voir ce genre de choses-là? J'ai eu la chance de couvrir le Canadien pendant un petit bout de temps et j'en ai vu des joueurs passer. Quand j'étais petit cul, j'allais à l'Externat Saint-Jean-Eudes, moi, à Québec, qui était où le patron à Commodore dans l'ancien Colisée. Et on avait un vieux monsieur qui travaillait à la sécurité du Colisée qui nous laissait toujours une porte débarrée. Et on allait voir la fin de la pratique des Nordiques. Je devais avoir 444 autographes de Peter Stastny, qui est mon joueur préféré. Il nous voyait à tous les jours et il prenait le temps de nous signer une autographe encore à chaque fois. C'est ça, moi aussi, tu sais. Fait que le Colisée à Québec, j'ai des bons souvenirs parce que j'ai grandi à Québec, natif du Saguenay, mais j'ai grandi à Québec. J'ai vu un match seulement au Forum. Parce que j'étais un gars de Québec. Puis je me rappelle que j'avais fait un petit contrat pour CJRP à Québec dans le temps. Et ma paye, ça avait été 4 billets pour le Canadien contre Boston. Puis j'étais parti avec mon père, un de ses chums, puis mon frère. On a vu une game. Fait que tu sais, ça je m'en rappelle. Mais il y a quelque chose de mythique aussi d'entrer dans ces endroits-là où il y a eu des championnats de gagnés, il y a eu des grandes victoires, des grandes défaites, des grands moments victorieux, puis des malaises incroyables. Si les stades pouvaient parler, raconter leurs histoires, ça serait extraordinaire. Mais oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais moi aussi, Camp Nou, c'est quelque chose. Tu arrives à Barcelone et tu arrives, puis comme 3-4 quartiers de rue avant d'arriver au stade, tu entends déjà la foule à l'intérieur qui chante. Ils ont des chants pour chacune des situations de jeu, pour chacun des joueurs, pour insulter l'équipe adverse. C'est extraordinaire. Moi, je suis un fan du foot pour ça. J'ai eu la chance d'aller à l'Euro une fois dans ma vie. J'ai vu les matchs en Pologne et en Ukraine. C'est un autre monde complètement aussi. T'sais. Ils sont fans à un autre niveau et de vivre ces événements-là quand tu as la chance de pouvoir le faire. Il va falloir faire un autre 30 minutes avec toi, Benoît, que tu nous racontes quand tu veux. Choses-là. On en apprend beaucoup. On n'a même pas parlé d'aviation. Parlons-en quelques minutes parce qu'on a un ami commun. On a un ami commun. Non, mais c'est parce que c'est tellement une belle histoire. On a un ami commun qui s'appelle Gagnon. Danny Gagnon. On n'a aucun lien de parenté, mais comme il réussit bien, je l'ai nommé parrain de mon fils Charles. Bon, Danny a quand même fait notre métier. Oui, il a fait la radio de la télé. Temps. Danny est passé devant une école d'aviation un jour et quelqu'un l'a mis au défi d'aller chercher sa licence de pilote. Exact. Alors, il a dit, OK, je vais faire ça comme défi. Il n'avait aucune idée. Aujourd'hui, il est pilote de ligne. Il a sa reconnaissance de pilote de ligne. 100%. Il est surtout un des actionnaires d'un des plus beaux succès d'affaires toute entreprise ou tout secteur confondu. Ça donne que c'est dans le secteur qui me passionne. Chrono-aviation. C'est Chrono-aviation. Ouais. On a pris le départ du FBO Luxe à Saint-Hubert. C'est beau ce qu'on fait. La qualité. Là. Et je sais que tu collabores avec Danny. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que tu as dit, on a le droit de dire qu'on est fiers. Puis moi, je suis fier de lui. Parce que moi aussi, je suis fier de lui. C'est un chum d'abord et avant tout. On s'est connus comme ça et je connaissais sa passion pour l'aviation. Moi, j'ai grandi avec un père qui aimait l'aviation puis qui aimait la course. Moi, j'ai vu mon père pleurer 2 fois dans sa vie. Une fois, c'est au décès de Gilles. Là, tu comprends? Fait que la course automobile, ça vient de mon père, mais l'aviation aussi. Et comme je suis né à Chicoutimi, on habitait pas loin de Bagotville. On avait des avions qui passaient au-dessus de chez nous tout le temps. Des F-111, je pense, des les vieux, ça des CF-104. Oui, absolument. Et je me rappelle du bruit, du son, puis c'était impressionnant. Fait que petit cul, on allait tout le temps au festival aérien à Bagotville, puis c'était comme ça. Il y a même un appareil... Au Pagent. Et il y avait même... il y a eu un avion qui a crashé à un moment donné, pas loin de chez nous, puis mon père est allé voir sur le site, puis je me rappelle, là, mon père, flic, à la Sûreté du Québec, il y avait des morceaux. Il dit, j'ai trouvé ça. Puis il montrait ça à mon frère et à moi. Il y avait comme subtilisé des éléments de preuve quasiment dans un crash aérien. Mais tellement passionné. Puis ils avaient retourné après, mais ils voulaient nous montrer ce que c'était. Et ça vient de là. Donc oui, Danny, je suis fier de lui. C'est une compagnie d'ici. Ils font des choses extraordinaires. Ils déplacent de l'air dans le milieu parce qu'ils ont une façon de faire qui est différente des autres. Mais il a osé. Faut pas avoir peur. Tu sais, dans la vie, tu as 2 choix. Ou tu peux regarder la parade passer puis chialer, ou tu peux être dans la parade et faire une différence. Et là, avoir le droit de chialer parce que tu es dedans, tu es impliqué, tu veux faire une différence. Tu sais. C'est ça que je comprends. Toi, tu es dans la parade, mais tu chiales quand même. Moi, j'aime ça chialer, mais pas tant que ça. En avant de la parade. On pourra en reparler, Marc, mais il y a des choses qui viennent me chercher, comme, mettons, tout ce qui est l'incompétence, mettons, ça allume quelque chose en moi à chaque fois. Mais sinon, je chiale pas tant que ça. Mais oui, je suis dans la parade, par exemple. Oui, je suis dans la parade. Benoît, écoute, c'est tellement gentil, mais moi, je
je découvre plein de choses. Je ne connaissais pas ton histoire, que tu t'es promené autant à travers le monde. Il va falloir recommencer ça un de ces jours. Je te parlerai aussi d'une autre fois de quand je mangeais des biscuits ou des Fudgio avec M. René Lévesque à la table à la maison. Des Fudgio. Avec René Lévesque. Oui, pendant qu'il nous fumait d'en face, mon frère. Tu trempais ça dans le verre de lait, quoi? Moi, toujours. Pas lui, par exemple. Lui, il fumait en même temps, puis il mangeait des biscuits sans verre de lait. Fudgio. Mon père était garde du corps, M. Lévesque, pendant 12 ans de temps avec. J'ai eu la chance de dû connaître Johnny Rougeau, parce que c'était aussi le garde du corps. Au début, M. Rougeau était là. Un des conseillers, enfin, un des protecteurs. Il était là au départ, c'est vrai. Ok, mais il va falloir que tu reviennes, Ben, ça n'a pas de sens. On va faire un deuxième épisode. Moi, j'ai rien de main, si vous êtes là, je vais faire mon tour. Ça va faire plaisir. Non, mais ce qu'on fera, c'est qu'on ira tourner ça à Barcelone. Ah oui! Oui! Moi aussi, je suis un gars à plaisir. Je vais t'avouer que Barcelone, c'est pas mal ma capitale. Les restos. Il y en a plein. Il y a des destinations plus plates que ça, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui. Ma parole est une présentation de Subway, où vous pouvez déjouer votre faim avec des délicieux repas fraîchement préparés. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway. Mangez frais. Ouais. Est-ce que c'est plus 6 pouces ou 12 pouces? Dans un prochain épisode. D'accord. Wow, que d'histoire! J'allais dire quelle histoire, mais c'est pas vrai, c'est au pluriel. C'est un bel essoufflement. Ah oui, c'est un beau tourbillon. Ouais. Ben avait des anecdotes. J'ai l'impression qu'on aurait pu en faire pendant encore une heure. Mais là, je sais pas, avec nos coups de cœur, peut-être qu'on va avoir l'air bien plate soudainement. En tout cas, moi, je trouve que ma vie est bien plate. Andréane me regarde, 7 tonneaux, ma vie est plate. Je suis plus linéaire dans les anecdotes. OK. Alors, on s'essaye quand même. Alors, tiens, on va commencer par toi, Andréane. Quel est le coup de cœur que tu nous proposes cette semaine? Ben là, je vais te suivre parce que tu parlais de décoration, hein? Là, ça m'a un peu surprise quand tu m'as dit que tu aimais la déco. Oui, ben là, c'est parce qu'il y a aussi, j'ai pas vraiment le choix ces temps-ci. Je dois décorer. Mais ça fait partie de notre forme d'expression. Puis moi, mon esprit artistique, c'est pas fort, hein? Tu sais, j'ai arrêté pas mal. J'ai pas arrêté pas mal au bonhomme allumette, mais j'adore la déco. J'adore ça. Il faut se faire confiance. Oui, absolument. Je trouve que c'est une belle façon de s'assumer, d'affirmer notre style et ce que tu veux que ta maison reflète. Chez nous, si vous rentrez chez nous, il n'y aura aucune image de hockey. Jamais personne ne pourrait savoir que je suis journaliste sportif. Jamais, parce que chez nous, je voulais que ce soit comme une bulle. Ben, hockey ou sport? J'ai des images dans mon... Parce que j'ai un gym à la maison. Donc, dans mon gym, j'ai des images de randonnée, de voyage. OK, mais c'est pas du sport professionnel. Pas d'athlète, pas d'équipe. Rien. Je voulais que ce soit une bulle apaisante. Ouais. Et donc, moi, ça a été ça, mon... Pour être capable de décrocher ou pour aseptiser ou pour... Les deux. Les deux. Et j'aime beaucoup les matières naturelles, le bois. Ouais, ça, c'est vraiment mon style. Puis je suis toujours en train de regarder ça. Et là, ben... Pinterest, hein, c'est ça? Pinterest? Oui, un peu. Puis j'avoue que j'ai déjà commencé à regarder pour les décorations de Noël. Oh, ben écoute, je les installe, moi, le lendemain de l'Halloween. C'est vrai? Ah ouais? Je suis bébé comme ça. Eh ben, je pensais que vous alliez vous exclamer. Non. Ici, mais ton coup de cœur a rapport avec la déco aussi. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que ça m'a inspiré. Ça. Oui, moi, c'est arrivé tout à fait par accident. J'ai découvert comment j'étais passionné par les 50s, les années 50, mais c'est plus large que ça, dans le fond. Mais tout ce qui est rattaché au baby boom, tout ce qui est rattaché au American Dream, tout ce qui est rattaché au début de la télévision, du marketing, de l'industrialisation, mais surtout, je dirais, de la commercialisation, les vieilles marques de commerce et tout ça, les vieilles affiches en étain, brûlées sur étain. J'ai découvert cette passion-là dans une petite boutique à Saint-Sauveur qui vendait des reproductions, mais des reproductions faites comme les techniques de l'époque, c'est-à-dire des peintures brûlées sur émail. Donc, la personne qui faisait ça avait les droits parfaitement légaux d'utiliser les vieux logos de l'époque, surtout les chaînes d'essence, les marques de commerce, de cuisine et ainsi de suite. On a commencé, achète une affiche, achète une deuxième affiche. Première chose, quand j'étais à la maison à Terrebonne, j'avais un grand sous-sol. On a fait le sous-sol au complet, comme un diners des années 50. Très cool. Mais avec tout ce qu'il y avait de cliché, les carreaux noirs et blancs, le comptoir en chrome, les tabourets rouges Zodiac, un jukebox de 1953, une machine à boules de 1956, des vieilles affiches de Coca-Cola que j'achetais chez les antiquaires, des vieilles marques de bière, des colonnes d'or que j'avais achetées. Et tout ça a été mis en vente quand on a vendu la maison et je me suis retrouvé dans une autre vie. Mais là, je vis seul pour l'instant. Pour la première fois depuis 40 ans.
je dois décorer, je remets ces petites touches-là dans mon condo. Je recrée dans un petit espace. Ta bulle. Oui, j'ai ma petite machine à popcorn, j'ai ma machine distributrice à gomme. C'est donc j'ai des vieilles affiches sur les murs. Alors voilà, c'est mon petit coup de cœur que je voulais partager. On y reviendra, mais Pierre, tu sais, je l'amène dans quand on est sur la route, un bar à huîtres. Très trendy. On va aller prendre un verre à telle place parce que c'est la mixologie. Tu sais, il prépare des drinks. Puis je fais connaître les IPA. Lui, il m'amène déjeuner dans un petit wagon de train au Minnesota. Et c'est exactement cette même passion-là. J'aime ça. Fait qu'on pourra en reparler. Ça, je pense qu'on se garde ça pour un autre épisode parce que c'est intéressant l'histoire au Minnesota. Il faut parler de l'histoire au Minnesota, le wagon de train et surtout Prairie Home Companion. Exactement. Qui a été un très beau film et qui est une série à la radio publique. Dis-en pas trop. Parce que je veux qu'on en parle une autre fois. Et moi, je veux non, mais bonne idée, on y va au Minnesota bientôt. Là, mon coup de cœur à moi, c'est pas compliqué, c'est je veux pas dire que c'était bizarre, mais je connaissais pas vos coups de cœur, je veux pas que vous connaissiez le mien. J'ai vécu aux États-Unis, puis la musique country s'est emparée de nous autres. Marie-Josée et moi. Et j'ai vu récemment All In for the Gambler. C'est un concert qui rendait hommage à Kenny Rogers et qui a été enregistré tout juste avant la maladie, avant qu'il nous quitte. Dolly Parton, Lionel Richie, You Can't Make Old Friends, Islands in the Stream, toutes les chansons. Dolly Parton a été absolument succulente dans ce spécial télévisé-là. Alors, je vous invite à aller le voir. Je ne sais pas, ça doit être disponible sur les plateformes. Wow. Est-ce qu'il y avait des artistes plus récents? Absolument, Lady Antebellum qui était là également. Alors, les artistes d'aujourd'hui, les amis à Kenny Rogers aussi, qui nous ont amenés à travers ce parcours-là. Fait que je parle pas souvent de musique. Je sais que c'est plus une de tes passions, mais quand même. La musique country, pour moi, oui, c'est important pour moi. J'ai vu Tim McGraw, Garth Brooks, tout ça, c'était important. Ça a marqué nos 12 ans de vie aux États-Unis. Marie-Josée et moi, on dit souvent, on a l'impression que c'était une autre vie. Mais ça a resté. Alors, la musique country, encore aujourd'hui, m'habite un peu. Je sais pas si tu as déjà vu la série documentaire de Ken Burns sur l'histoire de la musique country qui a... Écoute, il faut que vous trouviez ça. Vous allez oublier que ça touche la musique country. Vous allez vous retrouver d'abord dans l'histoire des États-Unis, vous allez vous retrouver même dans le blues, dans le rock, dans le folk. Ce sont vraiment c'est un univers vraiment extraordinaire. Musique simple, mais pas nécessairement simpliste. Et ça, c'est vraiment la grande nuance. Et la plus grande fierté là-dedans, c'est pas une fierté, mais mes garçons, 19-17 ans, connaissent toutes les paroles de la toune de Gambler parce que pour moi, c'est une toune qui passe à travers les années puis qui transcende les générations. Fait que quand même cool. Fait que j'étais content de voir ce spécial télévisé. C'était nos coups de cœur. Ma parole.